C'est si tu as 5 à 10 heures par semaine à y mettre, on peut développer une activité en parallèle d'un job salarié. Tu as pas 5 à 10 heures? Non, c'est pas possible en fait. Il n'y a pas de miracle. Une personne qui passe pas vraiment à l'action, il y a 0% de chance qu'il se passe quoi que ce soit de positif. Ce métier-là est à la portée de tous. Ça veut pas dire que tous vont réussir. Ça veut dire que peu importe qui t'es, d'où tu viens, si t'es pas complètement illettré, tu peux y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent si on peut lancer son activité d'accompagnement en plus de son métier actuel, si on est déjà salarié, combien de temps ça prend, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est atteignable, qui peut le faire et qui peut pas finalement. Et justement, Charles Elias Farah m'a posé la question dans son podcast Le Grand Bain, et on va regarder un extrait ensemble où je réponds précisément à cette question. Dans quelle mesure on peut développer une telle activité, peu importe les objectifs, en parallèle de son emploi salarié? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a besoin de quitter son emploi? Est-ce qu'on peut faire les deux en parallèle? C'est toujours une histoire de temps disponible. Ça dépend de plein de trucs. Tu bosses 50 heures par semaine et t'as 3 gamins à la maison dont tu dois t'occuper. Je vois pas comment tu vas trouver 5 à 10 heures par semaine, ça me paraît un peu compliqué. En fait, si tu veux, c'est pas qu'est-ce que tu fais à côté ou pas, c'est combien d'heures tu as par semaine à mettre sur ton activité, en fait. C'est si tu as 5 à 10 heures par semaine à y mettre, je pense que oui, je suis sûr que oui, on peut développer une activité en parallèle d'un job salarié. Tu as pas 5 à 10 heures? Non, c'est pas possible, en fait, juste un moment, l'entrepreneuriat, ça peut une promenade de santé. À un moment, faut faire les trucs. Et faire les trucs, ça demande des heures de boulot. Ça demande pas 1 milliard d'heures, mais à un moment, si, ou sinon tu vas mettre 20 ans à le faire, quoi. Ouais, parce que quand tu dis 5 à 10 heures, bon, bah, ça fait quoi? 1 heure par jour, j'ai envie de dire. Ouais, 1 à 2 heures par jour, c'est bien. 1 à 2 heures par jour, ce qui paraît important pour certaines personnes et pas tant pour d'autres. Mais là où j'ai eu une réalisation à ce sujet du temps disponible, souvent on confond temps disponible et liberté d'esprit. Et que souvent tu te dis, en fait, j'ai pas le temps. Ça sous-entend, j'ai pas la liberté d'esprit de m'en occuper. Et quand on te dit, j'ai pas le temps de répondre à un tel ou de passer tel coup de fil ou de m'occuper de machin ou de tel X, Y, Z, en réalité, si jamais ça te prend, je sais même pas, 15-30 minutes, tu peux les trouver dans ta journée à un moment à droite ou à gauche, mais t'as pas la capacité mentale dans le sens la charge mentale est trop importante. Et il faut pas confondre, je pense, le manque de temps et le manque de liberté d'esprit. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et à l'opposé de ça, c'est d'ailleurs assez rigolo, c'est que je travaille moi effectivement sur mon ordinateur assez peu d'heures, mais je pense à ce que je fais et je développe tout le temps. Et en fait, c'est quelle est ta bande passante disponible. Mais en travail effectif pour se lancer, si tu as 1 à 2 heures par jour, c'est largement suffisant. Ça veut pas dire qu'en une semaine, tu gagneras 5000 balles, hein, loin de là. Mais pour commencer à mettre des choses en place, faut donner un peu des stats. Quelqu'un, je peux donner des stats par rapport à chez moi, parce que chez eux, j'en sais rien. Chez nous, quelqu'un qui part de complètement zéro, qui se laisse aider, qui a 2 heures par jour, on va dire, et qui se bouge le cul, donc quelqu'un qui passe vraiment à l'action, en 3 à 6 mois, selon la personne, selon le marché, selon un milliard de trucs, hein, elle a des résultats. Des résultats, c'est-à-dire qu'elle peut vivre de son activité. Quelqu'un qui part pas du tout de zéro, ça peut mettre beaucoup moins que ça. Mais de toute façon, toutes ces stats que je peux te donner sont toujours conditionnées à une chose, le passage à l'action. Une personne qui passe pas vraiment à l'action, il y a 0% de chance qu'il se passe quoi que ce soit de positif. C'est quoi un petit peu dans ce cas-là la roadmap pour passer de 0 au SMIC LinkedIn, 10 000 € par mois, la roadmap pour passer de 10 à 100 et pour passer de 100 à 1 million? C'est quoi les grands milestones, ce sur quoi tu dois te concentrer à chaque étape? 0 à 10 000 € par mois, c'est lancer des spaghettis contre le mur pour voir où ça colle. C'est-à-dire que tu n'as aucune idée de ce que tu fais, justement, tu es en train de chercher un point d'accroche avec quelque chose. Donc, tu as des théories et tu vas les confronter à des vrais humains. Donc, créer de l'audience, créer du contenu, proposer tes offres, c'est tout. Faire des appels, outreach. Voilà, c'est ça. Ça peut être de l'outreach, ça peut être de l'inbound, ça peut être plein de choses. Soit tu laisses venir, soit tu vas chercher, mais dans tous les cas, il faut que tu parles à des prospects potentiels pour que tu leur fasses des offres. Plus tu vas parler à des gens, plus tu vas affiner ton offre, plus tu vas avoir de gens qui vont te dire oui. Ensuite, tu continues. Et puis tu auras des gens qui vont entendre parler de toi aussi. Exactement. 0 à 10 000, c'est juste ça. Hein. Et dans ce cas-là, c'est quoi les bloqueurs, les erreurs que font ceux qui bloquent dans cette fourchette-là? Présupposer ce que les gens en face veulent. Ne pas écouter les prospects. Vouloir absolument leur donner des réponses. Ne pas les aider à prendre conscience de leurs problématiques. Et puis après, c'est manque de compétences en général en création d'offres, en vente, en création de contenu. Des contenus nuls, juste factuellement en fait. Hein.
ton offre elle est pas bien, pareil. Mais Et- tu le disais tout à l'heure, hein, très justement, il faut se nicher. Il faut être, en tout cas, répondre à un besoin précis, à une cible précise. Et au début, c'est tellement difficile. Et tu vois, je prends encore une fois d'expérience. Je me demandais, bon, bah, moi, mon offre, c'est pour apprendre aux particuliers à investir, à assurer leur avenir financier, à préparer leur retraite. Tout le monde a besoin de préparer sa retraite. Tout le monde a besoin d'assurer son avenir financier. Ouais. Tout le monde voudrait gagner plus d'argent. Mais si c'est pas un problème qui me brûle les fesses dans les 24 heures, j'ai pas envie de dépenser de l'argent. En fait, si tu veux, sinon on fumerait pas, on mangerait pas McDo, on boirait pas d'alcool. C'est toujours pareil, c'est prendre une situation, donc imaginons préparer ma retraite. Imaginons que tu veux me facturer ça 1000 euros. Je m'en fous. Demain matin, ma retraite, je m'en fous. Mais par contre, 1000 euros, j'aimerais bien les garder. Donc je vais pas te les donner. Dans un mois, ma retraite, je m'en fous. Mais mes 1000 euros, je préférerais les garder. Dans 10 ans, peut-être qu'il serait temps que je m'en occupe. Mais bon, vas-y, on n'est pas à 5 minutes. Je préfère garder mes 1000 euros. Et par contre, si je me projette à 30 ans, putain, je suis dans la merde. Comment je fais? Et là, Ah, j'aurais mieux fait ça devient ton problème number one. Et ouais, et là, je te file 10 000 tout de suite. Y a aucun problème. Sauf en qu'il est fait- trop tard. En fait, l'humain est très mauvais pour se projeter dans un problème futur. Et le rôle du sales, le rôle du coach, le rôle du formateur, c'est de l'aider à visualiser le coût de non-résolution à long terme. Et t'as une petite blague comme ça qui se raconte pour faire des métaphores, pour faire comprendre ça aux gens. C'est un VRP qui débarque chez un fermier au fin fond de la campagne. Le fermier, il est assis sous son Porsche avec sa chaise à bascule. Le VRP, il veut lui vendre des trucs. Et il y a le chien du fermier qui est posé à côté. Et le chien, il gueule, et il gueule, et il gueule. Le VRP, il fait, mais qu'est-ce qu'il a, votre chien? Bah, il est assis sur un clou. Le VRP, il regarde, il comprend pas. Je fais, mais il est con, pourquoi il bouge pas? Il a pas encore assez mal. Et en fait, tant que t'as pas vraiment mal, tant que c'est pas vraiment urgent, tant que c'est pas vraiment obligatoire, tu ne passes pas à l'action. Puisque le mouvement est plus douloureux que la situation présente. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pourtant, moi, je me surprends à, tu vois, toi comme moi, on est plutôt dans le make money. On aide les gens à gagner de l'argent. Oui. Donc, ça fait sens de dire, tu vas investir X pour gagner Y, hein, et en supposant que Y est plus grand que X. Mais il y a des business qui sont pas dans le make money. Il y a des business qui vont t'apprendre des cours de piano, d'onglerie, que sais-je. Comment, tu vois, moi, comment est-ce que tu aides ces personnes-là pour... Le désir est un moteur très puissant aussi. C'est en fait, tu reconnectes à la pyramide de Maslow et tu regardes pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que les gens ils veulent jouer du piano? Parce que... Pour se divertir. Ouais, c'est surtout pour faire les malins devant les autres en général. C'est le sentiment d'accomplissement, d'appartenance, pour crâner devant un groupe de potes, pour choper, pour se sentir plus fort, pour se calmer peut-être aussi. Il y a 1 million de raisons. En fait, trouve la bonne pour ton audience idéale. Et là, c'est le piano, mais ça peut être effectivement l'onglerie, ça peut être la couture, ça peut être... aux États-Unis, j'avais vu des business. Il y en a un, il organisait des courses de voitures avec des caisses de savon. Il y en a un autre, il organisait des courses de furet. Des courses de furet. Les courses de furet, c'est un info business à 150 000 $ par an. Un faux business, en plus, ça paraît hyper... Il y a pas plus... Une formation sur comment organiser des courses de furet. Je me pose pas de questions, je sais pas. Je suis tombé sur ce truc à l'époque. Ou c'était Thibaut, tu vois, Thibaut Louis, Ouais. sur LinkedIn, qui disait qu'il avait rencontré un gars, je sais plus, c'était en Australie ou je sais plus, qui faisait qui était promeneur pour chiens, et en fait qui ciblait des quartiers très très riches d'Australie, où en fait les gens étaient blindés, et ils gardaient les chiens pendant que les propriétaires partaient en vacances un week-end, une semaine, et ils faisaient 150-200 000 $ à l'année. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est... Quoi que tu saches, quoi que tu aies fait dans ta vie, quoi que tu sois capable d'apprendre, il y a quelqu'un, quelque part, qui va te filer plus de 1000 balles pour ça. Ça, c'est une réalisation qui est un peu choquante, parce que quand on vient pas de ce monde-là, ça paraît être une aberration. Mais vraiment, en fait, je sais pas, imaginons, regarde, je gagne pas trop mal ma vie. Imaginons que je veuille apprendre le piano. J'ai aucune prédisposition, donc surtout, essayez pas de me closer là-dessus. Mais imaginons que je veuille apprendre. Est-ce que je serais pas capable de payer 1000 ou 2000 balles de plus pour apprendre plus vite avec un meilleur prof, ou quelqu'un qui est plus proche de moi et qui peut mieux m'expliquer, que pour me taper des cours de solfège pendant 17 ans à 10 balles de l'heure? Bah en fait, là, si tu veux, j'ai un désir, et je vais payer plus cher pour aller plus vite. Ou parce que je veux travailler avec une personne particulière. Et même ne serait-ce que pour atteindre ton objectif, parce que tu peux passer 17 ans à suivre des cours de solfège en ligne nuls et ne rien apprendre, et au bout de 17 ans, t'as rien appris, quoi. Et donc potentiellement, on a une offre pour apprendre le piano à 2000 balles.
Mais toute la difficulté, c'est de savoir qui sont ces personnes qui sont prêtes à payer et Exactement. est-ce qu'elles sont atteignables, tu peux les contacter et surtout, est-ce qu'elles ont ces 2000 balles à mettre. Parce que ça, c'est un autre sujet, il faut avoir des personnes qui sont contactables et qui sont bankable, c'est-à-dire qui ont le capital disponible. Ouais, complètement. Mais c'est tout le jeu du high ticket, c'est que ça s'adresse à 0,01% du marché. Et ça fait peur. Ça fait peur de se dire, moi, mon marché, c'est 0,01% de la population. Si tu as une offre à 5000 euros, ça veut dire que tu as besoin d'un client par mois, tu as besoin de 10 clients par an. Mais si ton marché, c'est juste 10 000 personnes en France, ce qui est microscopique, 10 000 personnes en France, tu t'en fous, tu veux 10 clients par an. Ouais. 1 sur 1000, il faut que tu arrives à choper. Ça devrait aller. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de la concurrence? Si t'es pas de la taille de Bouygues, Orange et SFR, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, moi je donnais mon exemple de ce que je connais, hein, mon marché à moi, c'est à peu près un marché entre 50 et 100 millions en francophonie. On ne sait pas exactement, tu vois. Donc France, Belgique, Luxembourg francophone, Suisse francophone, etc. C'est à peu près 100 millions de personnes. Comment tu l'as défini ça? On a regardé le marché français et on a regardé à peu près le nombre de personnes francophones dans les pays limitrophes. C'est une grosse fourchette, hein, je sais pas exactement. Mais c'est un proxy quoi. Ouais, voilà, c'est ça, une grosse louche. Si tu veux... Comment expliquer ça simplement? Si tu as 0,0001% du marché et que le voisin aussi, sur un marché gigantesque, vous n'êtes pas concurrent en fait. Si demain, sur un marché à 50 millions, t'en fais 10 et le voisin 15, pour aller chercher 1 million, tu peux pas commencer à chercher tous les mecs qui font 2000. Tu dois choper des grosses parts de marché aux gros concurrents. Donc en fait, la concurrence n'existe que quand tu occupes déjà une très grosse partie du marché et que tu veux choper une autre grosse part à ton concurrent direct qui est aussi gros que toi. Sur des gros marchés, il n'y a pas besoin, ça n'existe pas en fait. Et puis de toute façon, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on achète. En fait, je sais pas si tu as vu la vidéo de Hardisk, tu connais ou pas? Une chaîne YouTube, Hardisk. Il a reçu Xavier Niel. Trop cool. Récemment. Génial la vidéo, excellent, je recommande plus. Et justement, Xavier Niel parle de l'aventure de Free et comment est-ce qu'ils se sont implantés sur le marché des télécoms face aux géants Bouygues, SFR, etc. Et il dit en fait, c'est très drôle parce que quand tu es sur un marché très concentré avec des géants comme Bouygues, SFR, etc., chacun dit non, mais nous, on est très loin du monopole. Hein. Je veux dire, le marché, il est très fragmenté, tout le monde a sa place, on fait rien de mieux que les autres, rien de plus que les autres, on n'a pas plus de place que les autres. À l'inverse, quand tu es sur un marché qui est très fragmenté, où tout le monde fait un peu la même chose, exemple, l'infoprenariat, chaque acteur dit « Ah non mais moi je suis différent, ah non mais moi je suis exceptionnel, moi c'est pas du tout ce que vous allez retrouver chez les autres, hein. Attention ». Et je pense que c'est cette dualité entre la conception de concurrence qui fait que chacun se ment, les monopoles, les géants se disent « Non mais tout le monde a sa place » et les tout petits disent « Ah non mais moi je suis le plus gros, je suis le meilleur ». Bah, moi il y a un truc que je répète souvent, tu vois, c'est il existe 4 façons pour avoir des clients. La prospection, donc le cold. Ce que moi j'ai appelé en rigolant un peu la prospection digitale de masse, donc publicité, funnel, webinaire, etc. L'organique, le vrai, pas le truc que tout le monde a appelé organique, donc le vrai organique c'est YouTube, blog, etc. Et ce que moi j'ai appelé l'attraction. Donc l'attraction c'est social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Excuse-moi, j'ai pas bien compris comment tu différencies les deux derniers. L'organique et l'attraction. C'est tout ce qui est basé sur un moteur de recherche. Donc c'est-à-dire tu vas chercher à être référencé sur des mots-clés YouTube, tu vas être référencé sur des articles de blog, tu vas essayer de mettre ton podcast en avant sur les classements, etc. Ouais. En fait, si tu veux, ce que moi j'appelle l'organique normal, c'est tu fais du contenu long pendant longtemps qui va être référencé quelque part. D'accord. Contrairement à l'instantanéité des réseaux qui disparaît très vite. Comment est-ce que tu arrives à te développer une image de marque et à te différencier par rapport à tes concurrents? Alors la façon dont moi je le fais est pas forcément la façon la plus simple. Moi en fait si tu veux, j'ai une grande gueule et j'ai une incapacité à faire semblant et à essayer d'être quelqu'un que je suis pas. Donc en fait je me suis juste mis sur internet via du contenu et je me suis dit ok, quelles sont toutes les aberrations de mon marché que je vois toute la journée et que personne ne dit parce qu'ils ont envie d'être consensuels. Tiens, si je mettais un gros coup de pied là-dedans pour voir ce que ça fait. Coup de pied dans la fourmilière. Ouais, complètement. Moi j'ai toujours fait ça, mais parce que je suis un gamin de 3 ans qui a envie de s'amuser. Et ça m'a différencié en fait. Je recommande pas forcément ça. La plupart du temps, le truc le plus simple en termes de branding, c'est je prends qui je suis, ce qui m'est arrivé, je le connecte aux gens que je veux aider,
aux gens que je veux servir dans mon marché. Je fais un pont entre les deux, je raconte une histoire, je raconte comment moi j'ai appris un truc, comment je peux vous l'apprendre aussi, et pourquoi si vous l'apprenez pas, vous allez avoir tel problème. Et en fait, juste parler de soi, parler de ses compétences, parler de son expérience, parler de ce qu'on apprend, le fameux building public en fait, hein, permet de créer un branding relativement simplement. Aujourd'hui, on est confrontés tous à des très gros créateurs toute la journée, donc on a l'impression que c'est impossible. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le nombre de personnes qui créent par rapport au nombre de personnes qui lisent, c'est un rapport d'1 sur 100. Clairement. Et encore, je pense que c'est pas moins. Ouais. Donc en fait, t'as l'impression que tout a déjà été dit, oui, mais pas par toi. Pas avec ta patte, pas avec tes mots, pas avec ta personnalité. Et de toute façon, on répète tous, tout le temps, la même chose, qui existe depuis 200 ans, si c'est pas plus. On n'invente rien, on copie tout. Juste, on arrive avec une nouvelle personnalité, dans un nouveau contexte, avec des nouveaux mots, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et ça va plaire à certaines personnes, en rebuter d'autres. Et le branding, c'est ça, en fait. C'est... Je sais qui avait écrit Still Like an Artist. Tu vois Je vois le livre, mais je me souviens plus de l'auteur. Ouais, où en fait finalement l'originalité c'est pas l'invention, la petite étoile, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête quoi. C'est t'as lu un contenu à droite, t'as pas échangé avec un tel, tu te souviens d'un film que t'as vu il y a 3 ans et en fait c'est la combinaison de tous ces éléments-là de ton vécu personnel qui crée cette unicité, cette authenticité et c'est ça que tu dois partager et c'est ça qui va apporter un regard où les gens vont se dire ah mais j'avais jamais vu ce sujet-là de cette façon-là et en fait ça me parle et c'est comme ça que tu te distingues. C'est pas en ayant des idées incroyables que personne n'a jamais eues. Et ça amène une erreur qu'il faut surtout surveiller. C'est des gens qui arrivent, qui sont relativement débutants, qui disent ouais, je vais disrupter le marché. Tu vas rien disrupter du tout. Tu vas essayer de vendre de la foutue glace à des Esquimaux. Ils en veulent pas. Oui, mais moi je pense que j'ai trouvé un truc différent. Non, ils en veulent pas. Ouais, mais ma glace elle est orange. Oui, ils en veulent pas. Moi je dis toujours à nos clients si c'est votre premier business et que vous avez l'impression que personne ne l'a fait avant, il y a quand même énormément de chances qu'il y ait des gens plus intelligents que vous qui aient déjà essayé et qui aient déjà estimé que c'est une mauvaise idée. Complètement, ça c'est tellement sous-estimé. Si jamais personne ne le fait, c'est probablement que c'est de la merde. Je peux te raconter une anecdote drôle si tu veux là-dessus. Vas-y. Dans tout mon passé internet, il y a un moment je travaillais dans le blogging, notamment dans la mode masculine, et j'ai eu donc un média avec un e-shop, avec de l'e-commerce, avec plein de trucs. Et fort de mes premiers petits résultats, je vais sur les salons de mode, où les acheteurs du printemps des Galeries Lafayette vont eux-mêmes choper les collections. Et je vais avec une enveloppe qu'on avait réunie avec des associés de 25 000 € pour acheter des collections pour les revendre sur mon site. Et je tombe sur une marque japonaise que j'adore, qui est géniale et qui n'est pas distribuée en France. Et je me dis, je suis un génie, c'est tous des cons, ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu, je vais l'acheter, je vais la distribuer. À ce moment-là, il y a un des cofondateurs de Bonne Gueule, Geoffrey, qui me dit « Ne fais pas ça, c'est une idée à la con. En plus de ça, c'est hyper atypique, il te faut des marques locomotives et des pièces classiques pour driver ton shop, etc. Et tu peux avoir 2-3 atypicités au milieu. T'inquiète, je sais ce que je fais. » Alors, ça arrivera 6 mois plus tard que ce que je pensais, après des galères sans nom avec les douanes. Et j'avais omis un tout petit détail, c'est que le sizing japonais n'est pas le sizing français. On dirait avant que tu continues, on dirait la vérité si je avec les chaussures. C'est un peu ça, ouais. Et si tu veux, leur XL faisait un S, donc leur S, je te laisse imaginer. Je crois qu'on n'a jamais rien vendu de tout ça. Je pense qu'il y a encore 10 ou 15 000 balles de t-shirt dans le placard chez mes parents. 100% d'erreur. Et tu vois, c'est ce moment, et c'est là que j'ai compris cette leçon. Si tu crois que t'es un génie, a priori c'est que t'es en train de louper une information essentielle. Il y a d'autres gens très intelligents qui sont passés avant toi. S'ils l'ont pas fait, c'est pour une raison que tu ne vois pas. Donc on disrupte pas un marché, surtout si on est un first time entrepreneur, on fait des choses qui marchent déjà. Moi je dis souvent à nos clients, si tu trouves pas 10 concurrents qui le font, faut pas y aller. Comment est-ce que tu recommandes à tes clients, à ceux que tu accompagnes, de tester? C'est quoi la façon la plus simple, la plus cheap pour tester Tu fais ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Donc en gros, je veux lancer une offre pour fabriquer de superbes verres à café. Je vais pas me contacter une usine et fabriquer 10 000 pièces. Je vais faire un post LinkedIn ou Facebook en disant « J'ai l'idée de faire ce magnifique verre à café. Je pense qu'il va être exceptionnel pour toutes les personnes qui ont une main en forme de verre à café comme la mienne. Ce verre à café vaudra 100 €. Je vous propose des précommandes à 49 € dans la limite de 10 places. »
Est-ce que tu fais 10 ventes, auquel cas ton idée est validée, c'est parti, to the moon. Est-ce que tu fais 0 vente, c'est peut-être une idée de merde, il faut trouver autre chose. J'ai même envie de dire, tu peux faire encore plus simple en organisant un webinaire, tu vois, un webinaire gratuit. C'est fatigant les webinaires. Non mais si tu veux, ou même c'est pas simple, il faut parler. Tu crées un groupe WhatsApp. Tu crées un groupe WhatsApp. Oui, tu dis sûr. voilà, je vais vous proposer mes verres à café. Je vais parler des verres, on va les co-construire ensemble. Et en rejoignant le groupe, vous aurez accès à des précommandes, à des tarifs préférentiels. Enfin voilà, vous allez rentrer dans la communauté. Bref, plein d'avantages. Est-ce que vous voulez rentrer dans mon groupe WhatsApp? Aucune friction. Si jamais t'as personne qui rentre dans ton groupe WhatsApp, probablement que personne derrière n'achètera ton verre. Oui, tu peux faire ça aussi. Mais c'est encore plus simple de le vendre directement. Parce que, en fait, le truc du groupe WhatsApp, en fait, c'est que ça dépend du niveau de douleur, du niveau de conscience des personnes. Pour ça, il y a une anecdote de copywriting qu'on se raconte tous. C'est, il y a un monsieur qui rentre dans une pharmacie, il se tient un petit peu le pantalon, il a l'air très agité, ce monsieur, et il dit au pharmacien, docteur, quand je fais pipi, ça brûle, c'est un peu compliqué, tu vois. Et en fait, là, il y a deux situations. Il y a le médecin qui dit oui, il n'y avait pas de problème, vous avez une infection urinaire, voici ce que vous devez prendre. Et il y a l'autre qui dit ah oui, on sait tout à fait ce que vous avez, c'est une infection urinaire. Je vous propose de passer dans la salle d'à côté, vous allez mater 3 heures de vidéo, on va vous expliquer ce que c'est, et ensuite on verra si on vous fait une offre promotionnelle sur le médicament. Si t'as une personne qui veut acheter, en fait, tu vends, t'es pas obligé de la mettre dans un groupe, dans un truc, dans un webinaire, dans un machin, etc. Tout ça, c'est des mécanismes de conversion pour élever le niveau de conscience de personnes qui en sont pas encore au stade d'achat. Et à un moment, si tu veux tester, tu testes, est-ce qu'il y a un très petit échantillon qui en est déjà au stade d'achat? En général, c'est 3% d'un marché à peu près, qui est vraiment en recherche de solutions et qui veut acheter. Urgente, je veux dire. Ouais, qui va acheter dans les 7 à 14 jours. Si tu prends un marché entier, t'as, on n'est pas tous d'accord sur le chiffre, mais t'as 20 à 30% qui achèteront jamais. 20 à 30%. Qui achèteront jamais. Pourquoi? Parce que... Tout un tas de raisons, soit de niveau de conscience, soit c'est pas tout à fait la cible, soit ils n'ont pas les moyens, etc. T'as 60-70% qui va passer à l'acte d'achat dans les 1 à 24 mois, parce qu'ils sont en train d'évoluer en termes de conscience et de faire leur recherche. Et globalement, t'as 3% qui sont des personnes qui vont acheter dans 7 à 14 jours. Parce que c'est urgent pour eux. Parce que c'est urgent, c'est maintenant, quoi. Ça fait déjà 6 mois qu'ils cherchent de toute façon. Avec un peu de chance, ils tombent sur toi. Tu veux tester ton offre sur ces gens-là pour savoir très très vite en fait si ça marche ou pas. Après, on verra pour tous les autres qu'il faut éduquer. Et effectivement, tu as tous les 1 mois à 24 mois, ceux-là, les mettre dans ton groupe WhatsApp, les mettre dans ta newsletter, faire un média pour, etc. C'est une super bonne idée, puisque ces gens-là, il faut les éduquer à l'achat. Du nurturing. Exactement. Comment est-ce que toi, tu recommandes à ceux que tu accompagnes pour se rendre visible, développer leur acquisition? Ça dépend où t'en es. T'es au début, Facebook, LinkedIn, Instagram. Connecter avec des gens, les exposer à du contenu, aller parler en message avec les plus intéressés qui ont manifesté de l'intérêt pour tes contenus, prendre au téléphone ceux dans tes messages qui ont manifesté le plus d'intérêt pour ce que tu faisais, diagnostiquer, proposer. Très simple. Pour jusqu'à 5, 7, 8, 10, 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est largement suffisant comme ça. Tu veux passer au-dessus, il va falloir passer dans ce qu'on appelle des phases de scaling, il va falloir mettre en place des systèmes avec de l'acquisition organique à plus grande échelle, donc YouTube, podcast, j'en sais rien, ou de la publicité payante, avec des entonnoirs de conversion. Donc en fait une page qui amène sur une vidéo, qui va faire élever le niveau de conscience, qui proposera une offre ou un appel, etc. En fait il va falloir scaler ce système justement. Et ça c'est pour aller plus loin. Mais si c'est quelqu'un qui débute, vraiment prendre un des 3 réseaux sociaux, qui sont les plus faciles aujourd'hui, connecter avec des gens, les exposer à ton contenu, discuter avec eux en MP, prendre les plus intéressants en appel. À chaque fois, tu vois, on va dire, tu connectes avec 1000 personnes, t'exposes à ton contenu 100 personnes, tu discutes en MP avec 10, tu vas en avoir 5 au téléphone, tu vas proposer ton offre 2-3 fois et il va y avoir une vente. En gros, c'est ça, c'est vraiment un truc très très simple. En fait. Ouais, très clair. Maintenant que vous savez que vous pouvez développer votre activité et la lancer en parallèle de votre travail salarié actuel qui vous prend même beaucoup de temps, la question à se poser ensuite, c'est combien est-ce qu'on peut gagner? J'ai justement fait une vidéo où je traite cette question et je réponds à la question suivante, est-ce qu'on peut vraiment gagner 10K par mois avec le coaching? Regardez la vidéo, elle est quelque part ici autour et on se voit de l'autre côté, nous.